Bachir Diagne, bonjour. Bonjour Salim. Merci d'avoir accepté l'invitation de Politica à cet entretien sur votre parcours. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Columbia aux États-Unis et depuis près de 40 ans, vous constituez une œuvre dans les domaines notamment de la logique, de la philosophie africaine, de la philosophie islamique, dont l'une des unités tient à la conciliation qu'elle exprime et qu'elle réfléchit de l'universalité de l'humanité et de l'esprit d'une part, et d'autre part de la diversité de leurs histoires et de leurs situations. Vous nous recevez à l'Institut d'études avancées de Nantes, où vous êtes actuellement en résidence pour des recherches sur le thème de la traduction. Ma première question portera sur votre jeunesse. Vous êtes né en 1955 à Saint-Louis, au Sénégal, où vous vivez jusqu'au baccalauréat. Vous étudiez ensuite en France, en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, à Paris, puis à l'École normale supérieure de Paris, où Louis Althusser et Jacques Derrida enseignent alors, et où vous vous orientez vous-même vers l'enseignement de la philosophie, passant l'agrégation en 1978. Comment l'expérience de ce passage du Sénégal à la France a-t-elle influé sur votre désir de philosophie ? Permettez-moi d'abord de dire très rapidement à quel point je suis heureux de vous recevoir, vous Salim, parce que nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons quelques complicités dans le travail que nous menons, en particulier dans le domaine de la philosophie africaine. Et quel plaisir est le mien de vous accueillir également à l'Institut d'études avancées, où j'ai véritablement élu domicile. J'ai d'abord été résident il y a maintenant 4 ans de cela, et je suis devenu membre associé, et donc j'aime à me réfugier, si je puis dire, à l'Institut d'études avancées chaque année, en général au mois de mai et de juin, pour continuer mon travail. Et merci encore une fois de m'accueillir pour parler de mon parcours et de mon travail. Alors, mon désir de philosophie, il a commencé en fait avant que je vienne en France. Simplement, j'étais encore assez hésitant pour ce qui est de me laisser aller à cette envie de philosophie, parce que mon parcours jusque-là, jusqu'au moment où, après le baccalauréat, je suis parti du Sénégal, avait été un parcours d'élèves se destinant à une carrière scientifique. J'avais suivi à l'époque ce qui correspond maintenant à la série S et que nous appelions la série C en ce temps-là. Par conséquent, jusqu'en terminale, je me voyais devenir plus tard ingénieur. Il faut dire cependant que tout en étant dans une série scientifique, comme certains de mes camarades, j'étais également dans des classes avec beaucoup de latin, beaucoup de grec, donc beaucoup de disciplines classiques. Et j'avais eu quelques reconnaissances dans ce domaine-là, puisque au concours général en première, j'avais eu quelques prix dans ces domaines des humanités. Par conséquent, et surtout, il y avait Sartre. Voilà le nom qu'il me faut prononcer dès lors que je parle de mon envie de philosophie, parce que Sartre est probablement le premier philosophe que j'ai connu, dont j'ai lu certains textes, en commençant d'ailleurs par le théâtre, et parce que je trouvais ces livres dans la bibliothèque paternelle. Et donc je crois que c'est là que mon envie de continuer à lire des textes de cette nature et à réfléchir aux questions que ces textes-là posaient a commencé à se manifester et à progressivement m'envahir, dirais-je. Mais il n'en demeure pas moins qu'après mon baccalauréat et même jusqu'au moment où je suis arrivé à l'aéroport de Paris, j'étais encore très hésitant puisque j'avais dans ma poche une lettre d'acceptation qui m'aurait amené à l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, et l'autre lettre d'acceptation qui m'accueillait, qui me donnait hospitalité à l'Hippocagne du lycée Louis-le-Grand. Et finalement, après moult tergiversations, je suis allé à l'Hippocagne du lycée Louis-le-Grand et je m'en suis bien trouvé. À ce moment-là, j'avais fait la paix avec moi-même, j'avais surmonté mes hésitations
Et j'avais décidé donc de tenter l'aventure des classes préparatoires et de tenter l'aventure de l'école normale supérieure. Et alors, pour expliquer très rapidement l'influence qu'avait exercée sur moi la pensée sartrienne, je dois dire qu'elle était d'abord une pensée tout à fait fascinante, surtout quand on commence par son théâtre, je crois. Et puis, deuxièmement, cela me semblait correspondre à ce qui, à l'époque, était, disons, mes orientations politiques. Une gauche qui se reconnaissait donc dans la pensée de Sartre. Il me semblait qu'un engagement en philosophie pouvait constituer un prolongement naturel de ce qui était à l'époque mes réflexions et mes orientations politiques. Et vous menez vos premières recherches dans le domaine de la logique et sur l'œuvre de George Boole. Vos thèses de doctorat de 3e cycle, puis de doctorat d'État, toutes deux à l'université Paris 1, sous la direction de Jean Toussaint de Santi, étaient intitulées, pour la première soutenue en 1982, de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique, et pour la seconde soutenue en 1988, Philosophie symbolique et algèbre de la logique, les lois de la pensée de George Boole. Vous avez consacré un livre à cet auteur, Boole, 1815-1864, L'oiseau de nuit en plein jour, paru en 1989, et vous avez publié une traduction de ces lois de la pensée en 1992. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté vers ce domaine et vers cet auteur, et que signifie l'oiseau de nuit en plein jour? Alors, justement, je viens de vous parler des hésitations qui avaient été les miennes lorsqu'il s'est agi de choisir une voie, de suivre une trajectoire et de commencer à envisager une carrière. Et je vous ai parlé de mon hésitation qui se situait entre mathématiques et philosophie. Une fois que je suis entré à l'école normale supérieure, et comme je vous ai dit, j'avais véritablement décidé de faire carrière en philosophie, de suivre ma passion pour la philosophie et d'en faire mon métier également. Restait à savoir dans quelle voie j'allais m'engager pour ce qui était de mes recherches. J'ai commencé par travailler sur Nietzsche. J'avais fait un mémoire de maîtrise sur Nietzsche, où j'avais regardé, ça s'appelait les catégories économiques dans la généalogie de la morale de Nietzsche, où j'avais une approche, une lecture de toutes les métaphores économiques que l'on trouve effectivement dans la généalogie de la morale de Nietzsche. J'avais ensuite, pour un travail de DEA, que j'ai conduit l'année où je passais l'agrégation de philosophie, là je m'étais intéressé au débat qui avait cours à l'époque sur la question de la philosophie africaine, et j'avais lu le livre de Paulin Ontonji qui remettait en question ce qu'il appelait l'approche ethnophilosophique de la question de la philosophie, et j'avais donc rapidement écrit un petit texte qui avait été mon mémoire de DEA, où en gros je disais tout mon accord avec l'approche de Paulin Ontonji. Donc il y avait encore ici une sorte d'incertitude sur ce qu'allait être la direction de mes recherches. Et après l'agrégation de philosophie, au fond, mon inclination vers les mathématiques s'est à nouveau réveillée, j'allais dire, et j'ai décidé, un peu sur un malentendu, mais nous décidons toujours nos sujets de thèse sur des sortes de malentendus, de travailler sur la manière dont ce mathématicien, logicien, autodidacte anglais, George Boole, avait organisé la rencontre entre la logique classique de tradition aristotélicienne et l'algèbre non numérique, l'algèbre universelle comme on pourrait l'appeler, qui s'était développée en Angleterre à son époque. Et sur ces entrefaites, donc c'était juste après avoir terminé l'agrégation,
j'ai profité du programme d'échange qui existait entre l'ENS de la rue d'Ulm et Harvard, et j'ai fait le voyage d'Amérique, le voyage de Harvard, où j'ai rencontré Hilary Putnam. Et Hilary Putnam m'a donné l'orientation décisive vers les écrits mathématiques de George Boole. Il m'a donné très rapidement d'ailleurs des conseils qui se sont avérés extrêmement importants pour moi quand il s'agissait de préciser véritablement ce que je voulais faire avec George Boole. Et c'est donc quand j'étais à Harvard, pendant l'année que j'ai passée à Harvard en 79-80, que je me suis véritablement engagé dans cette thèse. Parallèlement à mon travail de thèse sur Boole et l'algèbre de la logique, j'avais d'ailleurs recommencé des études de mathématiques et j'ai passé à l'université de Paris 5 sous la direction du professeur Roger Martin et de son équipe, à la fois un certificat en logique et également des certificats en algèbre. Voilà, donc j'avais trouvé là le moment, le moyen de réconcilier mes deux envies en philosophie et en mathématiques. Et c'est donc tout naturellement que j'étais allé voir Jean Toussaint de Santi, le professeur Jean Toussaint de Santi, tout qui pour ceux qui ont été ses disciples et ses admirateurs, parmi lesquels je me compte, et aussi le professeur Ernest Koumé, grand historien des sciences, et donc Jean Toussaint de Santi, Ernest Koumé, mais aussi Claude Imbert du boulevard Jourdan, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore eu la fusion entre le boulevard Jourdan et la rue d'Ulm. Donc Claude Imbert, voilà les trois professeurs qui ont guidé mes pas dans la réflexion sur l'algèbre de la logique et la rencontre qui a été effectuée par George Boole entre d'un côté la logique qui jusque-là était l'affaire des philosophes, l'étude de l'argumentation valide, comme on pourrait définir la logique, se passait dans la langue naturelle, et c'était les philosophes qui tout naturellement, en disciples d'Aristote, des stoïciens, étudiaient son histoire et parlaient de logique et de science de l'argumentation et de l'organon, etc. Tournant du milieu du XIXe siècle en Angleterre, il y a un développement très important qui s'effectue dans la discipline de l'algèbre, et se développe en particulier des algèbres non numériques. Pour dire les choses simplement, se développe l'idée qu'au fond, le symbolisme algébrique n'a pas de raison d'être nécessairement une représentation de la quantité. On a l'habitude, quand on utilise des symboles algébriques comme x, y, z, que x, y, z soient là pour exprimer des quantités indéterminées. Mais il n'y a aucune nécessité qu'il s'agisse de quantités. On définit simplement un ensemble de symboles littéraux, x, y, z, etc. On définit des opérations, addition, division, multiplication. On utilise le signe d'égalité. Et on mène sur ce symbolisme les procédures algébriques habituelles, et ensuite seulement on interprétera le symbolisme. Alors on peut l'interpréter soit comme un symbolisme représentant les quantités, ou alors représentant toute autre chose. Et toute autre chose, ça veut dire quelque chose de non numérique, de non quantitatif. Ce type d'algèbre s'étant développé, c'est tout naturellement que l'idée est survenu à George Boole d'avoir une algèbre non numérique qui serait la traduction symbolique en algèbre de la logique, c'est-à-dire, encore une fois, des arguments, de nos arguments. Et voilà, il développe donc son travail dans cette direction-là, reprenant ainsi d'ailleurs des résultats qui avaient été ceux de Leibniz déjà, parce que cette rencontre a effectué entre l'algèbre, une algèbre déquantifiée, et la logique classique, eh bien cette rencontre, Leibniz en avait déjà eu l'idée. Leibniz est un philosophe qui a eu l'idée de tout.
Mais comme on sait, il a écrit beaucoup et il a laissé une œuvre posthume considérable qui n'avait pas été publiée en son temps. Donc, Boole retrouve des résultats de ce point de vue-là qui avaient été déjà ceux de Leibniz. Protestation vigoureuse devant l'entreprise de certains philosophes. En particulier ce philosophe Sir Hamilton, qui était titulaire de la chaire de métaphysique et qui s'est demandé ce que des mathématiciens venaient faire à piétiner les plates-bandes des philosophes, puisque la logique était censée être l'affaire des philosophes, et il estimait que le langage mathématique n'avait pas sa place dès lors qu'il s'agissait d'étudier les lois de la pensée humaine. Et c'est donc Hamilton qui a eu cette phrase consistant à dire que, en matière contingente, sous-entendu comme la logique, les mathématiciens sont, je cite, comme des oiseaux de nuit en plein jour. Voilà l'origine de mon titre. Puisque donc Boole avait été cet oiseau de nuit en plein jour, le mathématicien qui était venu s'occuper de la logique dont classiquement et traditionnellement les philosophes s'occupaient, j'ai tout naturellement décidé d'adopter ce titre pour l'étude que j'avais menée de la logique algébrique de Boole, et je l'ai appelé Boole, l'oiseau de nuit en plein jour. Vous réalisez ces premiers travaux en grande partie au Sénégal déjà, où vous revenez en 1982 pour enseigner à l'université Cheikh Anta Diop pendant 20 ans. C'est une période d'intense activité intellectuelle, institutionnelle, politique aussi. Vous définissez de nouveaux thèmes de recherche. Vous publiez par exemple en 1996 The Cultural Question in Africa avec Henri Ossébi. Vous exercez la fonction de vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de 1992 à 1996. Vous êtes nommé conseiller pour l'éducation et la culture du président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, de 1993 à 1999. Comment caractérisez-vous vous-même cette période et comment caractérisez-vous la cohérence de ces intensités intellectuelles, institutionnelles, politiques? Vous avez raison de dire, et l'énumération que vous venez de faire des travaux que j'ai menés, mais également des responsabilités qui ont été la mienne, montre ce qu'a été l'intensité de cette période pour moi. Comme je l'ai indiqué, après mes études donc en France, après la fin de ma scolarité à l'École normale supérieure, j'ai décidé de rentrer au Sénégal avec l'idée de développer dans le département de philosophie où je venais d'être engagé comme assistant stagiaire. À l'époque, nous étions encore dans la vieille nomenclature. J'étais assistant stagiaire pour 1 an, puis assistant, puis maître assistant. Alors, comme assistant stagiaire, j'avais décidé de créer véritablement un enseignement en logique, en histoire de la logique mathématique, en philosophie des sciences de manière générale. C'était ça le but qui était le mien au moment où je suis rentré au Sénégal. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait et j'ai voulu également développer une équipe, mettre en place une équipe. Je pensais d'abord aux collègues, une équipe qui s'engagerait avec moi dans la tâche de réfléchir à la philosophie des sciences. Il me semblait que l'épistémologie, la philosophie des sciences, la sociologie des sciences, l'histoire des sciences étaient des domaines sur lesquels il nous fallait mettre l'accent à l'université. J'avais peu de collègues qui allaient dans ces directions-là, leurs recherches allaient dans des directions différentes. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un de mes collègues, Aloïse Raymond Ndiaye, qui à l'époque était chef du département de philosophie. Il m'a dit, mais écoute, c'est très simple, prends le temps de créer toi-même cette équipe-là par ton enseignement. Et il avait raison, c'est ce que j'ai fait au fil des années, entre les années 82, puisque je venais de commencer à la rentrée de 1982 mes enseignements, jusqu'au début des années 90, où j'avais effectivement à ce moment-là formé un certain nombre d'étudiants
dans les domaines, dans les domaines que je viens de citer. Et bref, j'ai pu mettre en place un séminaire de 3e cycle consacré à ces disciplines dont je viens de parler, l'épistémologie, l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, l'histoire de la logique, mathématiques, etc. Et j'ai eu des étudiants absolument formidables avec qui sont devenus des amis, avec qui j'ai mis en place de véritables des groupes de travail. On a écrit ensemble, on a animé ensemble une revue que j'avais créée qui s'appelait Épistémé, qui ensuite a été fondue avec la revue sénégalaise de philosophie que nous avons continué à animer. Nous avons publié ensemble des ouvrages collectifs que j'ai coordonnés, un ouvrage sur l'idée de méthode, un ouvrage sur la philosophie du philosophe français injustement oublié qui était Gaston Berger. Bref, j'avais constitué autour de moi une équipe qui me satisfaisait énormément, évidemment, en termes de travail philosophique. Et j'ai toujours cru au travail d'équipe. Et là, j'avais une équipe fantastique. Il n'y avait pas que mes étudiants de 3e cycle, il y avait également des collègues qui se sont joints à moi. Habib Mbaye, grand philosophe, Sémou Pategui. Donc j'ai été vraiment un homme heureux sur ce plan-là et dans le chapitre que voilà. Ce qui fait que lorsque en 1993, le président Abdou Diouf a fait appel à moi pour être son conseiller à l'éducation et à la culture, j'ai eu beaucoup d'hésitation, évidemment. Je ne voulais pas quitter l'université et très vite, il est apparu clairement que le président lui-même se satisferait parfaitement d'un conseiller qui serait à la présidence, mais qui garderait également un pied, plus qu'un pied d'ailleurs, à l'université, puisque je n'ai pas diminué d'une seule heure ma charge de travail à l'université pendant que j'étais conseiller à la présidence d'Abdou Diouf. Ça a duré 6 ans, pendant lesquels j'avais énormément de responsabilités. J'en avais à la présidence de la République, j'avais la responsabilité première de mes enseignements et de mon séminaire, comme je l'appelais. Et troisièmement, j'avais également ces responsabilités administratives à l'université, puisque le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines m'avait fait également confiance et m'avait demandé d'être vice-doyen, d'être assesseur du doyen, comme on appelle ça techniquement, fonction que j'ai remplie. Donc pendant cette période-là, j'ai été vraiment très occupé, mais également j'ai mené avec mes amis et mon équipe des travaux qui me semblaient tout à fait satisfaisants, où je trouvais vraiment la réalisation de toutes les raisons qui avaient fait que j'avais choisi ce métier de professeur de philosophie. Voilà, donc pour dire très rapidement ce qu'il en était des responsabilités qui étaient les miennes et de la production qui avait été la mienne à l'époque. Entre-temps, j'ai publié tout ce qui provenait de ma thèse. J'ai publié mon livre sur Boulle, mes 2 livres sur Boulle, et j'ai également commencé à réfléchir dans un autre domaine où je me suis mise à enseigner aussi, qui est le domaine de l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam. Alors ça, c'était également une décision qui avait été celle de mon département, qui était intervenue au milieu des années 80. Étant donné toute la situation géopolitique où l'islam était engagé, où nous avons pensé qu'il était nécessaire dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un pays musulman, à 95% musulman, de donner un enseignement qui pu rappeler une tradition philosophique en islam, c'est-à-dire une tradition
de scepticisme constructif, une tradition de rationalisme, une tradition de questionnement, etc. Ça nous semblait extrêmement important. Aucun de nous n'était vraiment spécialiste de ce domaine, si on appelle spécialiste celui qui a étudié un domaine particulier et qui a écrit mémoire ou thèse dans ce domaine-là. J'avais eu un background familial, comme on dirait en bon français, une sorte de culture familiale qui me permettait d'utiliser la familiarité qui avait été la mienne avec la littérature théologique et philosophique dans le monde de l'islam pour tenir ce poste au départ de manière provisoire en attendant que l'on ait un vrai spécialiste de la philosophie islamique. Nous n'avons jamais eu ce spécialiste puisque nous étions en pleine période d'ajustement structurel sous le diktat de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et comme vous savez bien, il fallait maintenir la masse salariale, c'était le grand élément de langage de l'époque. Et donc, voilà. Donc, sur un certain nombre d'années, j'ai pu moi-même me cultiver dans ce domaine, me former dans ce domaine. Et j'ai commencé à diversifier mes publications qui n'étaient plus seulement dans le domaine de l'histoire de la logique algébrique, mais également dans le domaine de l'histoire de la philosophie en islam. Cette période-là a été aussi marquée vers la fin par le deuil. L'équipe que j'avais mise en place a fondu d'une certaine façon. Elle a été frappée par un certain nombre de malheurs. Un de mes amis, un de mes anciens étudiants qui avait fait une magnifique thèse avec moi sur la philosophie de la physique, s'est tué dans un accident de voiture. Ça a été un drame qui m'a beaucoup secoué. Et pratiquement coup sur coup, un de mes collègues, je viens de parler tout à l'heure de Habib Mbaye. Habib Mbaye est mort d'un cancer foudroyant à un moment donné. Un autre membre de mon équipe, qui lui était un coopérant français, professeur de philosophie au Sénégal, a été rappelé par la France et est rentré en France. Donc en très peu de temps, mon équipe s'est un petit peu défaite. Et c'est sur ces entrefaites-là que j'ai été invité à aller aux États-Unis et d'abord dans un premier temps comme visiting professor pour faire des allers-retours et ensuite de manière plus permanente. Ça, c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai pu considérer puis accepter de faire prendre cette nouvelle direction à ma trajectoire. Ça avait été cette expérience un peu d'avoir eu le sentiment que quelque chose que j'avais construit, c'était quelque peu délité et défait. Une autre raison était la mauvaise santé dans laquelle se trouvait l'université. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une période rose. Ma période rose a été vraiment cette période où j'avais l'impression qu'il y avait une bonne productivité, une bonne créativité de l'équipe que j'avais réussi à construire. J'avais véritablement le sentiment de mon utilité pour la philosophie au Sénégal de manière générale. Et ceci a été le cas jusqu'à la fin des années 80. En 89, il y a eu une terrible grève au Sénégal qui s'est achevée par une année blanche. Alors, une année blanche, pour moi, ça n'avait pas de sens. J'ai vécu cela comme un désastre total. Je n'avais jamais eu l'expérience d'une année qui se serait terminée sur la note « cette année ne compte pas ». Cette année aurait pu parfaitement disparaître. Et donc ça a été une expérience psychologiquement douloureuse pour moi, qui a été suivie encore par une deuxième année blanche au début des années 90. Donc l'un dans l'autre, j'avais eu le sentiment qu'au fond, la meilleure manière de garder le feu sacré qui avait fait que je n'avais pas insisté pour rester en France au terme de mes études
et que j'avais considéré que rentrer chez moi était la meilleure chose à faire. Ce feu sacré s'était quelque peu affaibli, dirais-je. Et donc, lorsque j'ai été invité, dans les circonstances que je vais vous dire tout à l'heure, à aller enseigner à Northwestern University, j'étais prêt à tenter l'expérience parce que je pensais que j'avais besoin de donner un autre rebond, pour ainsi dire, à ma trajectoire. Un mot cependant sur les années que j'ai passées auprès de la présidence, parce que ça c'était quelque chose d'important. D'abord, donc j'ai indiqué les raisons que j'avais eues d'accepter. La première raison étant que ça ne me sortait pas de ce qui était véritablement mon vrai métier, ma vraie passion, c'est-à-dire l'enseignement de la philosophie. Cela aurait pu être un problème, puisque si j'étais conseiller à l'éducation et à la culture du président de la République, que je me trouvais sur le campus, à des moments, par exemple, où les étudiants se mettaient en grève, est-ce qu'ils n'auraient pas vu en moi le conseiller du président en matière d'éducation? Ça aurait pu être un vrai problème. Et là, j'ai eu le bonheur, au fond, de réaliser que mon propre engagement académique, le fait que, juste après ma nomination, les journaux avaient dit Souleymane Bachir Diagne quitte l'université pour aller servir à la présidence. Et ensuite, le lendemain, les journaux avaient précisé que je ne quittais pas l'université. Ceci avait favorablement impressionné le monde académique. Mes étudiants, tant que j'étais sur le campus universitaire, n'ont jamais vu en moi, entre les années 1993 et 1999, où j'ai servi dans cette position à la présidence, le conseiller à l'éducation du président de la République. Ils ont toujours vu en moi le professeur Bachir, comme tout le monde m'appelait, professeur de philosophie, et l'un de nous. Et donc je n'ai eu aucun problème à conjuguer et à avoir mes deux casquettes, y compris sur le campus universitaire. Et c'est autre raison qui m'avait permis d'aller à la présidence, c'était une grande période d'ouverture où il y avait eu un gouvernement très ouvert. Le président Abdou Diouf avait ouvert son gouvernement à ce que j'appelle mes amis, c'est-à-dire quelques différents partis communistes. Je n'ai jamais été dans un parti moi-même, mais je considérais que ceux-là étaient mes amis. Et donc cette ouverture me permettait, sur le plan politique, d'être tout à fait en accord avec moi-même en allant travailler pour le président Abdou Diouf, qui s'est avéré un homme absolument délicieux. Et j'ajouterai un philosophe profond. Le président Abdou Diouf a toujours accepté de porter la livrée du président technocrate, qui avait succédé au poète Senghor. Et en réalité, quand on le connaissait, on se rendait compte que c'était un réflexif, c'est un méditatif, le président Abdou Diouf, et en particulier quelqu'un de très curieux et très animé par des questions spirituelles. Et c'est le genre de conversation que j'ai eu avec lui pendant très longtemps, pendant toute la période qu'a duré mon mandat auprès de lui. On le sait, il a perdu en l'an 2000 les élections qui l'ont opposé à Abdoulaye Wade. Et c'était également à cette même période que moi-même je me suis senti tout à fait libre sur tous les plans alors de passer l'océan Atlantique et d'aller aux États-Unis. C'est au Sénégal également que vous publiez vos premiers travaux sur l'Afrique et que vous commencez de vous inscrire pleinement dans le champ de la philosophie africaine. Pouvons penser par exemple à Reconstruire le sens, texte et enjeux de prospective africaine, publié en 2001, ou en 2007, alors que vous travaillez désormais à l'université Northwestern aux États-Unis, à Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie. Ici, j'aurais deux questions. La première porte sur votre définition de la philosophie africaine. Quel est le sens de la distinction que vous opérez entre philosophie africaine et Philosopher en Afrique, qui est le titre du numéro de la revue Critique que vous dirigez en 2011. Et ma seconde question porte sur l'importance de Senghor dans votre œuvre. Qu'est-ce qui explique son importance pour vous ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, je dirais très rapidement, j'ai indiqué tout à l'heure dans une de mes réponses la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis mis à travailler dans l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. La même chose pour les questions de philosophie africaine. Je ne pouvais pas, étant rentré chez moi, me couper des problèmes qui se posaient, des discussions qui se menaient, en disant simplement non, moi je vais m'occuper de quelque chose de très technique comme l'histoire de la logique algébrique. Et donc le débat dans les années 80 tournait beaucoup encore autour de la question de la philosophie africaine. Qu'est-ce qu'il fallait entendre par philosophie africaine? Et c'est tout naturellement que j'ai pris part à ce débat-là, que je me suis inscrit dans les problèmes que voilà. Et justement, j'ai parlé du mot problème. Je considère, et en cela je suis très deleuzien, je crois, que la philosophie, ça consiste à rencontrer des problèmes et à s'occuper de ces problèmes. Avant Deleuze, d'ailleurs, Husserl a dit qu'il fallait que notre point de départ devait être les problèmes eux-mêmes et les exigences qui sont coextensives de ces problèmes-là. Et c'est la distinction que je fais et qui est une manière pour moi de résoudre la question de la philosophie africaine. Je me suis dit plutôt que de prolonger inutilement une question métaphilosophique, métathéorique sur ce qu'est la philosophie africaine et qu'est-ce qui vaut pour philosophie africaine, dire quels sont les problèmes qui se posent, que nous rencontrons et comment en traitons-nous philosophiquement. Une question en particulier, par exemple, c'est la question de la démocratie, la question de l'universalité des droits humains, la question politique de manière générale, la question esthétique, que signifie... Il y a une question que Picasso s'est posée à un moment donné quand il est allé voir les arts africains. Il a demandé, mais enfin, pourquoi sculpte-t-il comme ça en ayant à l'idée quelle est la logique et quelles sont les raisons qui sont derrière le choix d'une esthétique qui ne soit pas mimétique, où on n'imite pas la nature, mais on la déforme, on la représente autrement, etc. Voilà tout un ensemble de questions qui sont des questions philosophiques, à traiter philosophiquement, et donc sans se demander ce qu'est une philosophie africaine, on a là des exemples de problèmes qui demandent la réflexion des philosophes africains. Donc pour moi, utiliser l'expression philosopher en Afrique, c'était une manière d'indiquer que ceux qui faisaient profession de philosophie rencontraient des problèmes qui n'avaient pas à être des problèmes spécifiquement africains, mais qui avaient peut-être une manière africaine de se poser. Autrement dit, étudier les choses du point de vue de l'Afrique avait un sens. De la même manière, d'ailleurs, étudier les choses du point de vue, en ayant en vue et dans sa visée une construction, une constitution de l'Afrique, à la fois politique, philosophique. Et là, si je puis me permettre, je suis en train de parler de votre concept d'Afrique, un titre que vous avez utilisé et que je me suis approprié parce qu'il me semble effectivement indiquer quelque chose avec quoi je suis moi-même pleinement en accord. Il me semblait donc que l'expression philosopher, être philosophe sur le continent africain et philosopher à partir du continent africain et selon des perspectives africaines en ayant en vue l'Afrique et sur des problèmes qui, sans être spécifiques au continent, se posaient peut-être de manière différente sur le continent, cela permettait de parler de philosophie en Afrique. Senghor, je l'avais rencontré. Senghor m'avait reçu fort aimablement quand j'étais entré à l'école normale supérieure pour me féliciter. Et depuis ce temps-là, j'avais gardé le contact avec lui après qu'il a quitté le pouvoir politique. Je le voyais donc au Sénégal, à l'époque où il revenait au Sénégal. Je le voyais également en France quand il n'a plus fait le déplacement pour venir au Sénégal, mais je le voyais au Scar Tocqueville, etc. Et donc, il m'avait manifesté beaucoup d'amitié. Et le paradoxe, c'est que pendant toute cette période, j'étais relativement anti-senghorien, comme l'était la gauche sénégalaise. Et c'est seulement... Alors, 2007, c'est l'année qui a suivi le moment où, en 2006, le centenaire de Senghor, puisqu'il est né en 1906, le centenaire de Senghor a été célébré. J'avais été invité par les Alliances françaises, qui ne s'appelaient pas encore les Instituts français, les Alliances françaises, à donner une série de conférences un peu partout
sur la pensée de Senghor. C'était la première fois que je me penchais vraiment sur sa pensée et c'est ce qui a donné, au bout du compte, le livre que je lui ai consacré. Il m'est apparu à ce moment-là que la meilleure entrée dans la pensée de Senghor, c'était de comprendre à quel point elle était de part en part consacrée à la réflexion sur l'art africain. Senghor est un penseur de l'esthétique négro-africaine, y compris d'ailleurs dans les considérations politiques qui sont les siennes, dans les considérations épistémologiques qui sont les siennes, quand il parle en particulier d'une connaissance de mode de connaître qui serait proprement négro-africain, un langage essentialiste qui fait hurler beaucoup, je me suis rendu compte qu'en définitive, l'idée centrale, le fil conducteur pour entrer dans sa pensée et pour l'étudier, c'était celui-là. Et il m'a semblé qu'il était important pour moi de partager ce que je considérais comme une approche nouvelle et qui rende justice à ce qu'avait fait Senghor. Et c'est donc à la suite de cela que j'ai écrit ce livre sur l'art africain comme philosophie. Et en particulier, ça me permettait également d'éclairer le bergsonisme de Senghor. Ça se sait, il a lui-même tellement parlé de Bergson qu'on ne pouvait pas ignorer à quel point il avait été marqué par la pensée bergsonienne, mais il fallait aller au fond des choses et expliquer ce que signifiait cette présence de Bergson dans la pensée de Senghor. Vos travaux s'inscrivent également, vous l'avez indiqué, dans le champ de la philosophie islamique. Nous pouvons penser ici, par exemple, à Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie d'Iqbal en 2001, 100 mots pour dire l'islam en 2002, Comment philosopher en islam en 2008. J'aurais deux questions ici aussi. Vous distinguez également philosophie islamique et philosopher en islam. Comment définissez-vous votre manière de philosopher en islam? Et ma seconde question tient à l'importance cette fois d'Iqbal dans votre œuvre. Qu'est-ce qui explique son importance pour vous? Alors, première chose, je pourrais dire de philosophie en islam ce que j'ai dit tout à l'heure de philosophie en Afrique. Et d'ailleurs, historiquement, c'est encore plus vrai probablement parce qu'on le sait, ce qui s'est appelé philosophie dans le monde de l'islam a d'abord gardé le nom étranger, grec, de falsafa, qui est une arabisation de philosophia comme l'on sait. Donc, rien que le nom falsafa indique qu'il s'agissait d'une tradition, de la continuation d'une tradition de pensée, de questionnement, de problématiques, de thématiques, de concepts, qui venait aussi du monde grec. Donc, philosophie en islam, pour parler de l'appropriation par le monde islamique de la philosophie grecque, c'était une expression qui s'imposait. Maintenant, pour ce qui est de ma réflexion dans ce domaine-là, la rencontre avec Iqbal a été une rencontre décisive pour moi. J'ai dit une fois, et je le répète parce que je le crois profondément, qu'un philosophe important pour nous, un philosophe que l'on peut considérer comme son maître, c'est quelqu'un qui vous enseigne à vous-même ce que vous pensez. Vous découvrez à son contact ce que vous pensez. Et je crois avoir fait cette découverte en lisant Iqbal, encore une fois, dans la bibliothèque paternelle. J'enseignais la philosophie islamique, j'enseignais la période classique, donc du 9e siècle à la mort d'Averroès. De temps en temps, je faisais des excursus pour regarder un petit peu des développements dans le monde chiite qui avait suivi un peu la ligne de pensée de la philosophie dite illuminative, Aristote, Avicenne ou Sohrawardi. Mais je ne m'aventurais pas au-delà de la période classique. Puis à un moment donné, je me suis mis à enseigner aussi ce qu'il en était des questions philosophiques que je posais dans mon enseignement à partir du 19e et du 20e siècle. Donc, à enseigner Iqbal. Et la philosophie du temps de Iqbal était quelque chose qui me semblait absolument crucial, à la fois à penser philosophiquement et également sur le plan politique, pour ce qu'il en est aujourd'hui, des grandes questions de, on va dire, pour parler vite, en utilisant une expression un petit peu qui ne rend pas véritablement les choses, une modernité de l'islam.
Et j'ai décidé à un moment donné d'écrire un petit texte sur Iqbal, qui est devenu un texte bien trop long pour être un article, peut-être un peu trop court pour être un gros volume, mais qui était suffisant pour être une sorte d'introduction à la pensée d'Iqbal que j'avais proposé d'abord à mes étudiants et qui est devenu un livre. Et depuis, je n'ai pas arrêté de méditer avec Iqbal et d'écrire ici ou là des articles et des contributions en anglais, puisque je vis aux États-Unis, où il y a d'ailleurs en ce moment une sorte de renouveau de la pensée de Iqbal. Aujourd'hui, au fond, Iqbal est revenu d'une manière vraiment puissante sur le terrain de la réflexion, parce que, me semble-t-il, son temps est venu. Nous vivons un temps où les musulmans en particulier se posent la question de ce que signifie pour la religion islamique embrasser sa propre modernité et renouer avec son propre principe de mouvement, sortir un petit peu de la pétrification intellectuelle qui a été la sienne pendant bien trop longtemps. Et Iqbal est quelqu'un qui aide à répondre à ce genre de questions. Donc voilà un des motifs de mon intérêt pour lui. Autre aspect, c'est qu'il est lui aussi quelqu'un qui a été en conversation profonde avec Bergson, qu'il a d'ailleurs connu et qu'il a rencontré. Et donc, je me retrouvais dans mon travail dans un triangle qui est le triangle Bergson, Senghor, Iqbal. Voilà un peu les raisons qui font mon intérêt pour Iqbal. Et voilà un lieu, par exemple, où mes centres d'intérêt, que sont la philosophie de Senghor et la philosophie d'Iqbal, se rencontrent en Bergson. J'ai, sur ce plan-là, d'ailleurs, écrit un livre qui a fait suite à une invitation amicale de mon vieux camarade Henri Laurence au Collège de France. Quand il m'avait invité en 2011, j'avais donné quelques sessions, quelques conférences sur la conversation qui avait eu lieu entre Bergson et Senghor, Bergson et Iqbal de l'autre, et ça a donné mon livre Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée de Senghor et d'Iqbal. J'aimerais vous interroger maintenant, si vous le voulez bien, sur votre carrière aux États-Unis, à l'université Northwestern et depuis 2008 à l'université Columbia, et sur la manière dont vous concevez votre travail d'institutionnalisation de la philosophie. Nous avons mentionné vos responsabilités à l'université Cheikh Anta Diop. Vous dirigez actuellement l'Institut d'études africaines de l'université Columbia. Et sur la manière aussi dont vous concevez votre travail d'internationalisation de la philosophie à travers les frontières qui séparent les espaces que vous réunissez, Afrique, Europe, monde musulman, Amérique. Alors, vous nous avez dit ce qui vous a décidé à travailler aux États-Unis, donc j'insisterai sur ce second point. Comment concevez-vous ce travail d'institutionnalisation et d'internationalisation de la philosophie, en l'occurrence depuis les États-Unis? Alors, bon, effectivement, je ne reviens pas sur les raisons qui ont fait que j'ai passé l'Atlantique et je suis allé travailler aux États-Unis. Je dirais simplement que je m'étais senti autorisé à le faire pour avoir enseigné pendant 20 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je ne serais jamais parti si je n'avais pas eu le sentiment d'avoir donné beaucoup, j'espère, à mon pays, dans la mesure où j'avais formé, il s'est trouvé à une époque où j'avais tous les professeurs de philosophie de terminale du Sénégal étaient passés à un moment donné ou à un autre entre mes mains. Et par ailleurs, tous mes collègues au département de philosophie, à part ceux que j'avais trouvés là et qui étaient partis à la retraite, avaient été eux aussi mes étudiants. Donc je pouvais avoir le sentiment presque physique en voyant cela, de me dire que j'étais autorisé, je pouvais m'autoriser à continuer ma carrière dans des conditions qui étaient quand même des conditions plus faciles de production. Mais, et ceci répond à votre question, dès lors que j'acceptais cela, il me fallait également continuer de remplir les responsabilités que j'estimais être les miennes vis-à-vis de la philosophie en général, de la philosophie africaine et de la philosophie islamique en particulier. C'est-à-dire que dans ces grands centres, des grandes universités internationales où je me trouvais, qu'il s'agisse de Northwestern ou maintenant de Columbia, il était d'une certaine manière de ma responsabilité de procéder à ce que je pourrais appeler, pour parler vite encore, une décolonisation
de l'histoire de la philosophie, une décolonisation de l'idée selon laquelle la philosophie serait une affaire exclusivement et essentiellement européenne, née d'un miracle grec, lequel s'était continué dans une Europe dont la philosophie serait à la fois l'essence et la destination unique par rapport au reste de l'humanité. Ça n'était pas vrai. La philosophie islamique montrait que la fameuse translatio studiorum, comme on appelle le transfert de la philosophie grecque au reste du monde, dirons-nous, n'a pas été ce trajet unilinéaire d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg ou Londres ou Paris, mais aussi bien Athènes à Bagdad, à Cordoue, à Fès, à Tombouctou. La capitale intellectuelle de l'Empire du Mali et de l'Empire Sonrai. D'une part. D'autre part, à ces universités-là, il me semblait important d'y faire toute sa place à la philosophie, aux questions philosophiques qui sont africaines. Et voilà. Et donc, j'ai profité effectivement de la situation qui était la mienne à Northwestern University entre 1999 à moitié à partir de 2002 de manière plus permanente et 2008 pour faire avancer la place, pour établir la place de la philosophie islamique et de la philosophie africaine. Et d'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'institutionnaliser, j'avais fait ma paix avec ces expressions-là. J'étais prêt, puisque c'est la tradition académique de les appeler ainsi, à parler de philosophie africaine sans trop regarder les nuances de l'expression, et de philosophie islamique. Et je suis heureux d'avoir établi ces enseignements-là à Northwestern et de le faire aujourd'hui à Columbia University, puisque parmi les cours que je donne à Columbia pour le département de philosophie, il y a mon enseignement de philosophie islamique. Et je suis heureux que les étudiants de Columbia, dans le département de philosophie, soient nombreux à suivre ce cours parce qu'effectivement, ils n'ont pas envie de sortir avec leur billet sans avoir eu une notion de ce que la philosophie était devenue lorsqu'elle avait été appropriée par le monde de l'islam. De la même manière, à l'Institut d'études africaines, s'est développé ces dernières années un enseignement de philosophie africaine qui a d'abord été assuré par mon collègue et ami Kai Kresse, mais Kai Kresse est reparti en Allemagne et j'ai décidé au fond de prendre cet enseignement-là, de le développer à partir de la rentrée prochaine parce que je trouve important qu'il y ait dans une université comme Columbia un enseignement qui s'appellera philosophie africaine. Donc ce travail d'institutionnalisation, il m'a semblé que c'était une responsabilité qui m'incombait dès lors que j'étais maintenant professeur dans les universités prestigieuses américaines. Et cette cartographie des espaces dans lesquels votre trajectoire et votre travail s'inscrivent, en Afrique, dans le monde musulman, en Europe, en Amérique, est une cartographie que vous réfléchissez philosophiquement et à laquelle vous ressourcez la philosophie, ce que votre livre Bergson postcolonial que vous avez mentionné montre avec clarté. Alors, cette cartographie étant maintenant approximée et les domaines de la logique, de la philosophie africaine et de la philosophie islamique étant abordés, devient possible de vous interroger sur cette problématique qui paraît parcourir votre œuvre de la conciliation de l'universalité, de l'humanité et de l'esprit avec la diversité de leurs histoires et de leurs situations. Vous l'expliquiez récemment dans Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, en dialoguant avec l'anthropologue Jean-Louis Amsel, et elle paraît sous-tendre aussi le travail que vous menez actuellement à l'Institut d'études avancées de Nantes sur la traduction, dont on conçoit bien comment elle peut être étudiée comme un mode privilégié de concrétisation de l'universel. Alors, comment préciseriez-vous cette problématique ? Quelles seraient les autres problématiques qui, autant ou plus que celle-là, expliqueraient l'évolution de vos travaux ?
Je dois, sur ce point-là, pour répondre à votre question de la manière la plus complète possible, rappeler une rencontre importante qui a été la mienne avec un texte, qui n'est pas un texte très long, qui est un texte écrit par Maurice Merleau-Ponty, qui s'intitule De Mos à Lévi-Strauss, qui est publié dans la collection Signes, dans le livre d'essais, qui a été d'essais réunis sous le titre collectif de Signes. Et il me semble que ce texte de Maurice Merleau-Ponty prend toute la mesure de ce que peut signifier un monde décolonisé, ou on va appeler ça un monde postcolonial. Dans cet essai, Maurice Merleau-Ponty déclare que notre époque, et moi je sous-entends notre époque postcoloniale, notre époque d'après la conférence de Bandung, est devenue une époque, dit-il, où il n'y a plus cet universel de surplomb, un universel qui tomberait d'en haut, n'a plus légitimité et ne saurait plus avoir cours. Au fond, un universel dont on estimerait qu'il s'incarne tout naturellement dans l'Europe et qui aurait ainsi tout naturellement vocation à demander au reste du monde de s'aligner sur elle, cet universel-là n'existe plus. C'était l'universel dont parlait Husserl quand il a donné cette conférence à Vienne sur l'humanité européenne, en disant, je le cite, que l'Inde avait toutes les raisons de s'européaniser, disait Husserl, alors que l'Europe, si elle avait véritablement conscience d'elle-même, n'avait aucune raison de s'indianiser. C'était l'universalisme européen de surplomb et qui était tranquillement installé dans sa certitude de soi-même. Et Maurice Merleau-Ponty disait non, désormais, la tâche est de penser un universel latéral ou un universel horizontal tel que des langues placées côte à côte et dans leur équivalence pouvaient contribuer à le produire, pouvaient conspirer en quelque sorte à le produire. Et il donnait comme exemple de cela, il disait c'est comme apprendre une autre langue à partir de sa propre langue maternelle, se déplacer. L'universel, cela demande qu'on se déplace et qu'on se déplace latéralement, qu'on se déplace vers les autres, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on s'oriente ensemble dans sa direction. L'universel devient quelque chose à faire, quelque chose à construire, un horizon où se projeter ensemble. Ce n'est plus l'apanage de quelques régions du monde que ce soit. En ce sens-là, toutes les régions du monde sont des provinces du monde et au même titre. Provincialiser l'Europe, c'est simplement dire que le monde lui-même est un monde de provinces. Ce détour par ce long texte-là explique un peu ce qui a ensuite été l'orientation de mon travail. J'ai considéré que mon travail était une exploration et une contribution à cet universel latéral, cet universel horizontal, et une exploration de sa signification comme étant une rencontre en traduction. C'est ainsi que le concept de traduction est devenu un concept important dans ce que je fais, à la fois comme orientation de mon travail, et d'ailleurs le projet que je porte en ce moment, que je nourris et auquel je réfléchis et j'espère le mener à bien, est un projet lié à une réflexion sur la traduction. Ça devrait être mon prochain ouvrage. Et d'autre part, je me suis rendu compte aussi rétrospectivement que la traduction était au cœur de ce que j'avais fait jusqu'ici. Les trois domaines dans lesquels je travaille, au fond, ce qui fait le lien entre eux, c'est la notion de traduction. Qu'il s'agisse de logique algébrique, j'ai réfléchi à la traduction dans le symbolisme de l'algèbre, qu'il s'agisse de philosophie en islam, j'ai regardé ce que signifiait la traduction de la démarche philosophique grecque dans le monde de l'islam et dans la langue arabe, et qu'il s'agisse des problèmes philosophiques africains, j'ai également regardé ce que pouvait signifier leur traduction philosophique et la réflexion que l'on pouvait mener là-dedans, dans cette direction, tout en tenant compte également d'ailleurs de la nécessité pour ces langues de devenir aussi ou de redevenir des langues de la philosophie, ce qu'elles ont été avant. Donc voilà un petit peu ce qui donne orientation et sens
à ce que j'ai fait et à ce que je compte faire dans un avenir proche. Et ma dernière question portera sur la dimension politique de vos travaux, qui intègrent des problèmes de philosophie politique, qui affirment la responsabilité politique des philosophes. Nous pouvons penser par exemple au titre même de L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique, que vous publiez en 2013. Quelle serait la traduction politique de votre œuvre? Notamment, comment définissez-vous votre panafricanisme? Et lié à votre panafricanisme, quel est le sens politique du concept de monde que vous employez régulièrement dans vos conférences et dans vos textes? Alors, je vais essayer de dire très rapidement la signification politique que je crois être celle du travail que je conduis. Vous aurez remarqué que je termine mon livre « L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique » sur la question de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la manière dont la réflexion politique, en particulier sur ce que signifie la philosophie africaine, ce qui est son contenu, la manière dont cela doit se traduire politiquement, et c'est traduit dans la discussion de ce que peut signifier une charte que les États africains signeraient et qui serait opposable, qui leur serait opposable par des individus ou des associations, etc., au même titre qu'on a des chartes des droits de l'homme un peu partout dans différentes régions du monde. Ça, c'est un premier aspect. Mais de manière plus profonde, dirais-je, le travail qui est le mien est un travail qui, me semble-t-il, s'oriente vers ce que j'appellerais un renouveau du socialisme. Je crois que c'est la finalité ultime que je poursuis aussi et qui est un peu le moteur de ce que je fais. Ma redécouverte ou ma découverte de Léopold Sédar Senghor est également la découverte derrière sa notion d'un socialisme africain, qui est un des chapitres de mon livre sur l'encre des savants, l'idée selon laquelle la construction de ce que Bergson a appelé une société ouverte, qui est une notion différente de la même notion utilisée par Karl Popper. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de société ouverte, on parle forcément de Karl Popper. D'ailleurs, l'un des champions de la société ouverte, qui est George Soros, fait toujours référence à son maître Karl Popper comme étant celui qui a proposé ce concept. On oublie que c'est d'abord un concept de Bergson. C'est Bergson qui, avant Karl Popper, parle de la société ouverte. Et pour lui, la société ouverte, c'est l'horizon de la société ouverte, c'est l'humanité. L'idée qu'il nous faut construire une notion de l'humanité et que la visée ultime de la politique, l'organisation de la police, c'est que cette police soit l'humanité dans sa totalité. Et Bergson disait c'est le seul moyen de sortir de la tribu. Il nous faut sortir de la tribu. Nous avons un instinct de tribu et nous avons organisé nos sociétés politiques et nos religions autour de l'instinct de tribu, et il faut sortir de l'instinct de tribu pour viser la société ouverte, c'est-à-dire la société humaine. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que cette idée de la société humaine dans sa totalité, qui ne soit pas fragmentée par les tribus, c'est le socialisme. Et c'est ce que disait Jaurès. Et c'est la raison pour laquelle Jaurès avait le journal qu'il avait fondé, il l'avait appelé l'Humanité. Et il disait que la finalité était d'avoir une humanité réconciliée au-delà de la fragmentation qu'elle connaît aujourd'hui parce que le capitalisme dissocie et fragmente. Et donc, mon orientation vers le socialisme africain de Senghor, Bergson, au fond, un socialisme spiritualiste, l'idée qu'il doit y avoir un mouvement de l'esprit humain vers la constitution d'une société humaine, d'une société ouverte, et d'abord la constitution chez chacun de nous de ce que Bergson a appelé l'âme ouverte, je crois que ça s'appelle du socialisme. Et c'est donc pour ce socialisme-là, d'une certaine façon, que je travaille aussi. Et je dirais que c'est la grande finalité, l'horizon, d'une certaine manière politique, de ce que je fais.